Gagnant 2026, ce gagnant qui aura droit à 6 mois de formation en interne à Canal 2 International. Chaque année, vous le savez, on a un gagnant pour 6 mois en interne, mais également la chance au deuxième qui lui aura 3 mois en interne. Pour l'instant, j'aimerais quand même qu'ils s'applaudissent parce qu'ils sont là depuis quelques jours et ils travaillent corps et âme. Bonsoir à tous. C'est encore une autre édition et vous le savez, on vous a donné les bases. Dans un instant, ça va être fait. Et nous avons déjà le premier candidat qui va se prêter au jeu. Comment est-ce qu'il s'appelle? Hans. Alors, Hans, ton reportage. Déjà, c'est important de donner le titre hein, pour qu'on sache de quoi tu vas parler. Et puis après, tu entres directement. So, good afternoon, everyone. The assignment was to write and present a report on any topic of your choice. So I focus on the struggles of Cameroonian youth for education and survival. To showcase that, I interviewed a young motorbike rider who struggles with his bike to pay for his tuition and care for his little sisters. Douala, 1 p.m. Under the heavy rains of this month of June 2026, the streets of the economic capital are roaring. Through the traffic and the thick smoke, they are the heartbeat of this city. They are the commercial motorcycle riders. To many, they are just a chaotic crowd, but behind each helmet lies a silent battle for survival. Meet Ismail. He's 23 years old. By day, he studies economics at the University of Douala. By night, he rides his motorcycle to pay for his tuition and feed his younger sisters. Ismail doesn't ride for pleasure, he rides for a future. And here is Marie, a regular passenger we met at the Aqua Junction. Braving the accidents, the weather and the stress, these young Cameroonians are holding the economy together, one ride at a time. They are not just drivers, they are the wheels of hope for thousands of families. From the bustling streets of Douala, for Canal 2 International, Hans Abessolo. Nous sommes avec Saoudé. Saoudé. On t'écoute. Instabilité électrique, les commerçants face aux pertes silencieuses. Au Cameroun, les coupures répétées d'électricité perturbent le quotidien de milliers de ménages. Mais pour les petits commerçants, elles représentent bien plus qu'un simple désagrément. Entre stocks menacés, revenus en baisse et charges qui s'accumulent, l'instabilité de l'approvisionnement électrique fragilise des activités déjà vulnérables. À Douala, par exemple, au quartier Colbon, nous avons rencontré une maman qui s'appelle Solange, vendeuse de produits congelés, qui à chaque coupure de courant met son commerce et l'équilibre de sa famille à rude épreuve. Dans cette petite boutique au lieu du quartier Colbon, le bruit du congélateur est bien plus qu'un simple son de fond. Pour maman Solange, il représente la garantie que ses marchandises sont conservées dans de bonnes conditions. Depuis près de 10 ans, cette commerçante vit de la vente de produits congelés, une activité qui lui permet de prendre en charge la scolarité de ses enfants, de payer son loyer, également de subvenir aux besoins quotidiens de sa famille. Mais depuis quelque temps, les coupures répétées d'électricité viennent fragiliser cet équilibre déjà précaire. Nous avons donc une petite sonorité sur l'échange avec maman Solange, celle de savoir où elle nous parle des délestages qui sont devenus plus fréquents ces derniers temps, où parfois le courant peut partir pendant 24 heures, parfois 48 heures et voire même des semaines. Quand ça arrive, les poissons et les poulets commencent à décongeler. Je suis obligée de les liquider à perte. À chaque interruption prolongée, les conséquences sont immédiates. Les produits perdent en qualité, certains deviennent invendables et la confiance des clients peut être affectée, affirme-t-elle. Selon cette dernière, certaines coupures lui font perdre jusqu'à 20% des marchandises en une seule journée. Une somme importante pour cette commerçante dont les revenus dépendent essentiellement de son stock. Elle affirme également que certains clients ne reviennent plus et face à cette situation, elle multiplie les solutions de fortune entre vente en urgence, réduction des prix, mais ces stratégies ne permettent pas toujours d'éviter les pertes. Et enfin, elle affirme également que j'ai déjà pensé à acheter un groupe électrogène, mais je n'ai pas encore assez de moyens pour cela. Entre prix de l'appareil, carburant, entretien, c'est très coûteux pour moi. Dans ce secteur de Colbon, plusieurs commerçants partagent les mêmes préoccupations. Plusieurs préoccupations.
tout constatent une baisse progressive de leurs bénéfices alors que les charges liées à leur activité continuent d'augmenter. Pour beaucoup, l'accès à une alimentation électrique stable ne révèle pas tout simplement du confort, il constitue également une condition essentielle à la préservation de leur activité et de leurs revenus. Derrière chaque coupure de courant se cache ainsi une réalité économique souvent méconnue, celle de petits entrepreneurs qui luttent quotidiennement pour maintenir leur commerce à flot et ainsi assurer l'avenir de leur famille. Enfin, ici à Colbon, les conséquences des coupures d'électricité dépassent largement le cadre domestique. Pour des commerçants comme Maman Solange, chaque heure sans courant entraîne des pertes financières importantes. Une situation alors qui rappelle combien l'accès à une énergie fiable demeure un enjeu majeur pour le développement économique local. C'était Moussa Saoudé pour Canal 2 International. Merci Saoudé. Donc on t'écoute, c'est Auguste. Auguste. Le titre, c'est Infrastructure routière, quand la santé est fragilisée par les routes. Quand la santé est fragilisée par les routes. Oui. Ok. Entre mini-montagnes russes et mares de boue, l'état catastrophique de la chaussée en cette saison de pluie n'endommage pas que les amortisseurs des véhicules. À Ndokpassi, le calvaire routier se traduit par un épuisement physique chronique, des douleurs lombaires généralisées et des poussées de paludisme provoquées par les eaux stagnantes. Un grand éclat de rire collectif, suivi du traditionnel Assia de compassion. Ce matin encore, au carrefour Chauffeurie Ndokpassi, une moto vient de glisser dans un énième mini-lac de boue qui jonche la route. Le passager s'en sort avec un pantalon blanc devenu marron et une belle frayeur. La scène semble tellement devenue banale qu'elle amuse la galerie. Pourtant, derrière l'ironie populaire, les corps des usagers de la route souffrent en silence. Ici, rallier le goudron est devenu un sport de suivi et un facteur de stress permanent. Willy, enseignant, descend de la moto les jambes encore tremblantes. Durant 10 minutes de parcours, comme à l'accoutumée, il a vécu l'enfer. Et les mains. Face à lui, mérité, le conducteur de moto balaie la remarque d'un geste de la main. Et les mains. Cette agressivité latente et cette peur de la chute ne sont que la face émergée de l'iceberg. Pour le docteur Afana, médecin généraliste, les conducteurs de moto et leurs clients régulièrement secoués par les crevasses de l'espace routier sont exposés à des risques de développement de lombalgie chronique précoce. Pour plusieurs habitants de cette zone, la journée commence avec une fatigue musculaire intense et se termine invariablement par l'achat de paracétamol. Mais le danger pour la santé publique est également environnemental. Les eaux de pluie s'installent durablement dans les crevasses géantes et transforment la route en incubateur à moustiques. Les mini-lacs routiers accélèrent ainsi la prolifération de paludisme dans les domiciles et commerces environnants. À Carrefour Chauffeurie Ndokpassi, la route n'est plus seulement un problème de confort. Elle est aussi une usure physique et sanitaire que les citoyens paient chaque jour de leur propre corps. Merci. Alors on t'écoute, Daniel. La gestion des ordures dans la ville de Douala. Douala, capitale économique du Cameroun, produit chaque jour plusieurs milliers de tonnes de déchets ménagers. Pourtant, malgré les efforts des autorités municipales et des entreprises de collecte, les tas d'ordures continuent de s'accumuler dans plusieurs quartiers. Entre risques sanitaires, pollution environnementale et défis logistiques, comment la ville tente-t-elle de relever le défi de la gestion des déchets? Image d'ouverture. Sous le rythme effréné de la capitale économique camerounaise, un autre visage de Douala se dévoile, celui des montagnes d'ordures qui jonchent parfois les rues, les marchés et certains carrefours de la ville. Chaque jour, près de 2700 tonnes de déchets sont produites par les habitants, une quantité considérable qui met à rude épreuve le système de collecte et de traitement des déchets. Selon les autorités municipales, seule une partie de ces ordures est régulièrement collectée, laissant parfois plusieurs centaines de tonnes dans l'environnement urbain. Voilà. La population du quartier Lokpom à Douala, face à cette situation, Hélène, une habitante du quartier Lokpom. Quand les ordures restent plusieurs jours ici, les odeurs deviennent insupportables.
Nous avons peur pour la santé de nos enfants. Voix off. Les conséquences sont nombreuses. Prolifération des moustiques, risque de maladies, obstruction des carnivores et aggravation des inondations pendant la saison des pluies. Images. Pour assurer la collecte, la communauté urbaine de Douala s'appuie principalement sur l'entreprise Isakam, chargée du ramassage, du transport et du traitement des déchets. La municipalité a également renforcé ces dispositifs en associant d'autres acteurs du secteur de l'assainissement. Interview du responsable d'Isakam. Voilà. Notre défi principal est de collecter les déchets produits quotidiennement malgré les centaines de circulations, l'augmentation de la population et les difficultés liées aux infrastructures. Voix off. Pour améliorer l'efficacité du système, de nouveaux centres de transfert de déchets ont été construits. Ces infrastructures permettent de regrouper les déchets avant leur achèvement vers le site de traitement, réduisant ainsi les délais et les coûts de transport. Le centre de transfert de Yupwe, par exemple, peut traiter jusqu'à 800 tonnes de déchets par jour. Image. Voix off. Mais sur le terrain, les difficultés persistent. Certains quartiers restent difficiles d'accès. D'autres souffrent encore d'un manque de bacs à ordures ou d'un civisme de certains habitants qui déposent leurs déchets hors des espaces prévus. Consciente de l'urgence, la mairie de Douala a mis en place une régie de propreté urbaine afin de renforcer les actions de nettoyage, de sensibilisation et de suivi sur le terrain. Objectif, rendre la ville plus propre et améliorer le cadre de vie des populations. Image. La réussite de cette lutte contre l'insalubrité dépendra toutefois d'un effort collectif. Collectivités locales, entreprises spécialisées et citoyens sont appelés à jouer leur rôle. Voix off de clôture. À Douala, le défi des ordures reste immense. Mais entre nouvelles infrastructures, renforcement des moyens de collecte et de sensibilisation des populations, les autorités espèrent progressivement tourner la page de l'insalubrité. Un combat de longue haleine dont l'enjeu dépasse simplement la propreté. Il s'agit aussi de santé publique, d'environnement et de vie. Reportage signé par Daniel Fedim pour Canal 2 International. Merci Daniel. Jorex. Jorex. Dont le thème était de faire un reportage de notre quartier. Et le mien, il est vrai, c'est ce qui s'est passé. Le titre, c'est le reportage d'un braquage à main armée. Tu penses que les autres, c'est pas vrai, c'est ça? Non, je me suis inspiré. Tu as dit que le mien, il est vrai. Bon, en fait, c'est ça les faits. Oh, sorry. Ok, Jorex. Donc, il y a reportage d'un braquage à main armée. Ok. Il était 23h, passé de 30 minutes, la nuit du vendredi 3 avril 2026, quand Baldé Oumarou s'apprêta à fermer sa boutique au quartier Bedi, dit poste de police. C'est alors que surgissent 4 adolescents âgés de 14 à 17 ans, armés de couteaux, ayant organisé un braquage à la Casa de Papel. Ils dévalisaient alors toute la caisse du boutiquier et s'emparaient de sa recette journalière. Au moment de s'enfuir sur leur moto avec la somme de 50 000, l'un d'eux, le plus jeune de la bande, qui, d'après les témoignages, fut chef de gang, s'est fait accrocher par le boutiquier avec qui il eut de violents échanges, de coups de poing et de poignards. Le commerçant, n'étant pas armé, a subi d'un coup de poignard sur son dos. Fort, ténace et courageux, il l'a réussi malgré qu'il saignait à alerter la population qui, heureusement, était encore éveillée, pendant que les 3 autres ont pris la poutre d'escampette. Les riverains, en colère devant les faits, ont appliqué la justice populaire en ayant battu le gamin de 14 ans à mort. Frustré par cette affaire d'insécurité, la population de Bedi poste de police a alerté la gendarmerie car cela ne faisait pas 2 jours que notre monsieur avait été poignardé à mort rentrant de son travail, toujours dans le même quartier. C'était pour vous, Jorex Kirol, Canal 2 International.
Bonjour. Bonjour. Mon reportage porte sur l'insécurité à Douala, réseau de prostitution démantelé à l'entrée mairie de PK14. Situation alarmante qui trouble la quiétude des habitants du quartier de PK14. Ici même, à Douala, il y a un mois, une nouvelle zone de prostitution s'est installée clandestinement à un jet de pierre de l'entrée mairie. C'est un nouveau visage nocturne que les riverains ne connaissent plus. Depuis un peu plus de 4 semaines, l'effervescence habituelle de l'entrée mairie a laissé place à des nuits d'un commerce en tout genre. Chaque soir, des dizaines de filles défilent tout le long de la chaussée. Le point d'ancrage de ce réseau est un bar clandestin totalement invisible en journée. L'établissement s'anime aux heures tardives, devenant un repère de la prostitution. La débauche et la précarité pour les habitants, c'est une indignation. Derrière ce business de la misère humaine se cache un homme, le promoteur de cet établissement clandestin, véritable proxénète. Il exploite la vulnérabilité des jeunes femmes pour maximiser ses profits nocturnes. Mais ces jours de liberté sont peut-être comptés. Alertés par les plaintes de la communauté, des forces de l'ordre ont pris le dossier à bras-le-corps. Des enquêtes sont en cours et les mailles du filet se resserrent autour du suspect. Actuellement recherché pour proxénétisme et ouverture illégale de débit de boissons. En attendant l'assaut final des autorités, le quartier PK14 retient son souffle et espère rapidement retrouver sa dignité, loin des projecteurs de ce bar de la honte qui menace l'avenir de la jeunesse. C'était Laurent Yomba sur votre chaîne préférée, Canal International, toujours plus près de vous. Juan. Mon sujet, c'est la vente des arachides et caramels. L'angle de traitement, l'augmentation des prix ces 3 derniers mois. La vie devient de plus en plus chère. Les prix ne cessent de grimper. Outre les produits de première nécessité tels que les oignons, les tomates ou l'ail, le prix des arachides et des caramels ont fortement augmenté sur le marché. C'est le constat fait par notre reporter Juan Koum, qui s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. La vie est de plus en plus chère, tout comme les tomates, les oignons ou l'ail. Les arachides et les caramels ont vu le prix à la hausse, comme l'explique Amina, vendeuse de ces produits au quartier d'Eido, dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. C'est difficile, mon frère. Nous, les revendeuses, on ne s'en sort pas. Avant, une bouteille d'arachide coûtait 300 francs. Aujourd'hui, c'est 500. Pour les caramels, la bouteille, c'était 1200 francs et maintenant, on la vend à 1800. Ces situations ne laissent pas les consommateurs indifférents qui expriment leur mécontentement et leur indignation. C'est le cas de Rosine, une riveraine. Je suis venue acheter des bouteilles d'arachide pour les réunions, mais à ma grande surprise, les prix ont augmenté. C'est vraiment difficile, nous souffrons dans ce pays. En plus de la cherté de la vie, les Camerounais sont confrontés à des coupures intempestives d'électricité et à des difficultés de déplacement dues à l'état des routes qui sont impraticables. Merci. Mon prénom est Mironda et mon reportage a pour titre « Makepe pont cassé sous les eaux, le chantier de la discorde ». À Makepe pont cassé, chaque saison de pluie charrie son lot d'angoisse et de désolation. Ici, les précipitations ne se contentent pas de mouiller les sols, elles envahissent les vies. En l'espace de quelques heures, le quartier se transforme en un lac improvisé et impitoyable. Le niveau des eaux monte si vite et si haut que dans de nombreuses habitations, les flots boueux s'infiltrent directement par les fenêtres, piégeant les familles. Une détresse absolue qui frappe de plein fouet les constructions en planches, littéralement broyées par le courant. Pourtant, ce calvaire récurrent n'est pas une simple fatalité météo. Le coupable est identifié et il porte le nom du quartier, ce fameux pont. Lorsque le lit de la rivière déborde, l'ouvrage fait office de bouchon, refoulant les eaux directement dans les concessions. Un projet de construction d'un pont moderne en béton avait pourtant redonné espoir aux riverains pour remplacer la vieille passerelle en bois. Mais l'espoir a laissé place à l'incompréhension. Les travaux ont été stoppés net à mi-chemin. C'est le cri du cœur d'Ibrahim, un habitant sinistré, je cite. « Quand la pluie commence, personne ne dort. L'eau entre par les fenêtres et décolle les planches des maisons.
Tout cela se passe parce que le pont est saturé. On a commencé à construire un nouveau pont pour nous sauver, mais ils se sont arrêtés en plein milieu. Le chantier est abandonné alors que ce n'est pas fini. C'est cette interruption des travaux qui nous condamne à être inondés à chaque averse. Sur le site, les armatures de fer et de béton inachevées témoignent de cette promesse suspendue. Pour la communauté, ce statu quo est devenu insupportable et injustifiable vu des dégâts matériels grandissants. Marie, commerçante de riveraine, s'exprime à ce sujet. Je cite. On pensait que le problème allait baisser avec le nouveau pont, mais hélas, on dirait qu'ils ont croisé les bras. On ne peut pas abandonner un chantier aussi crucial en chemin. Nous demandons la reprise immédiate des travaux. Nos maisons tombent, nos enfants sont malades, il faut finir ce pont. À Makepe Pont Cassé, l'urgence n'est plus seulement climatique, elle est infrastructurelle. En laissant ce chantier à l'abandon, c'est la sécurité des milliers de Camerounais qui reste en suspens. Alors que les nuages s'amoncellent de nouveau sur Douala, les habitants restent rivés sur ce pont inachevé, symbole d'une attente qui a déjà trop duré. À Makepe Pont Cassé pour Canal 2 International, Miranda Mifocho. Merci. Mirabel. On t'écoute. Reportage. Insécurité, violence et vol à l'arraché. En Dokpassi 2, dans l'arrondissement de Douala 3e, les habitants disent vivre dans une inquiétude de plus en plus grandissante. Hier encore, au lieu dit Club Matango, aux environs de 16h50, une altercation entre deux jeunes a dégénéré en une violente bagarre, provoquant ainsi l'émoi au sein de la population. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, l'affrontement aurait causé de graves blessures à l'un des protagonistes, conduit d'urgence dans une structure hospitalière de la ville de Douala. Pour de nombreux riverains, cet incident n'est malheureusement pas un cas isolé. Dans ce secteur, les actes de violence et les agressions semblent de plus en plus fréquents. Plusieurs habitants affirment vivre dans la crainte, particulièrement aux heures de forte affluence et en soirée. Autre sujet de préoccupation, les vols à l'arraché. La dernière victime en date d'hier soir est une femme au nom de Mélissa Nana qui s'apprêtait à emprunter une moto-taxi lorsqu'elle a été surprise par des individus qui lui ont dérobé son sac avant de prendre la fuite. Selon les habitants, cette méthode est devenue récurrente. Les malfaiteurs profiteraient souvent de l'inattention des victimes au moment de monter à bord d'une moto ou de traverser une zone très fréquentée. Face à cette situation, la population appelle à un renforcement de la sécurité et invite chacun à faire preuve de vigilance. Une chose est certaine, en Dokpassi 2, nombreux sont ceux qui espèrent retrouver un quotidien plus serein et un environnement où circuler ne soit plus une source d'inquiétude. Depuis le lieu-dit, Club Matango, en Dokpassi 2, Mirabel Wandi pour Canal 2 International. Merci Mirabel. Adissa. Adissa. Reportage. Titre. Enfants à la tâche quand la pauvreté vole l'école. À Douala, ils sont entre 7 et 12 ans. Au lieu des cahiers, ils ont des tâches, ils ont des sachets d'eau, des arachides, des mouchoirs. Envoyés par leurs parents pour vendre dans la rue, un choix de suivi, mais au prix de leur sécurité et de leur scolarité. Reportage Ménégui Adissa. Plan large, circulation plus enfants au bord de la route, mardi 16 juin entre 15h et 17h. Il est 16h au carrefour du rond-point Dakar. L'école est finie pour eux depuis des mois. Junior, 10 ans, vend ici 6 jours sur 7. Son objectif, rapporter 2000 à la maison avant la nuit. Une scène banale, mais qui cache un drame silencieux. Témoignage, enfant 1, avec un temps de 25 secondes. Justin, 9 ans, depuis quand le fais-tu? Qu'est-ce que tu vends exactement? Tu gagnes combien par jour? Et tu penses à l'école? Commentaire du journaliste avec un temps de 30 secondes. Selon l'UNICEF, le travail des enfants est interdit avant 14 ans au Cameroun. Pourtant, ici, la précarité des parents force des milliers d'enfants à descendre dans la rue. Conséquence directe, ils ne révisent plus leurs leçons pour la prochaine rentrée scolaire.
Témoignage du parent avec un temps de 25 secondes. Lieu, à leur domicile, 6 au rond-point Dakar. Parents de Junior, pourquoi vous l'envoyez vendre? C'est un choix ou une obligation exactement? Vous avez peur des accidents pour votre enfant? L'objectif de ceci est de montrer la détresse et non de juger. Enjeux et risques expliqués par le journaliste pour un temps de 30 secondes. Image, enfant qui traverse une moto, qui passe, enfant qui s'endort sur ses cahiers le soir, afin de faire la comparaison entre le tout. Les risques sont réels. Heurte par des véhicules, agression, exploitation, et sur le plan scolaire, le retard s'accumule. Sans révision, la rentrée scolaire de septembre s'annonce déjà compromise pour ces enfants. Témoignage d'un expert d'ONG, 6 au lieu d'un bureau d'établissement scolaire. Expert, quel impact sur l'apprentissage scolaire de ces enfants? Que risque l'enfant sur le long terme? Quelles solutions existent? Le but de ceci est de donner de l'autorité au sujet qui nous concerne. En conclusion, ceci fait par le journaliste 30 secondes. À 17h, Justin rentre. Demain, il recommencera entre la survie du jour et l'école de demain. Le choix est cruel. Pour Canal 2 International, Ménégué, Adissa, Douala. Enfin, un petit générique tout en montrant comment les enfants sont à la tâche de tacler des articles au marché et d'autres sur le chemin de l'école le matin. Je vous remercie. Merci. Tout le monde est passé, n'est-ce pas? Vous aurez la correction manuscrite de vos reportages, mais de manière générale, on va travailler un peu sur comment est-ce qu'on donne une information dans un reportage. Pour aller plus vite, ce serait bien. Vous aurez certainement les retours pour chacun demain. Alors, je commence de manière générale par vous dire que je suis très bien surpris parce que je pense que tout le monde comprend un peu de quoi il s'agit. De manière générale, tout le monde a un peu compris. La seule chose qu'on n'a pas compris, c'est que ça devrait tenir sur un format A4, pas 2. Manuscrit sur un format. C'est ce que j'ai dit hier, sauf si je me trompe. Donc, il n'est pas question de faire aussi long. Quand vous serez dans une rédaction, on vous donnera plus le timing, c'est-à-dire que dans un journal, habituellement, c'est 1 minute 30. En tout cas, pour nous, ici, c'est 1 minute 30. Maintenant, pour des cas exceptionnels, le rédacteur en chef, qui est le patron de l'information, du journal, pas de l'information, du journal à la rédaction, peut vous dire, OK, comme le sujet est très lourd et pertinent, je peux t'ajouter 30 secondes, je peux t'ajouter 1 minute, ça dépend. Mais habituellement, c'est très bref, mais efficace. Donc, il faut travailler beaucoup le contenu du papier sur des points essentiels. Et il ne s'agit pas d'analyser forcément, vous n'êtes pas encore à ce niveau, vous êtes juste un reporter qui va sur le terrain et qui nous rend les faits. Parce que c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est d'aller sur le terrain et de prendre des informations, donc de faire de la quête d'abord de l'information, de faire tout pour avoir le maximum de personnes impliquées dans l'information que vous voulez donner, de vérifier ces informations que vous avez recueillies et de les traiter. Quand on parle de traitement, vous savez ce que c'est, non? Traiter, c'est prendre ce qui est bon, mettre ce qui est mauvais de côté, faire une sorte de tri. C'est ça le traitement, c'est trier tout ce qu'on a ramassé, faire un petit tri pour prendre vraiment l'essentiel et l'important. D'accord? C'est ça le travail de celui qui va vers l'information. Et habituellement, quand vous êtes dans une rédaction, c'est que quand vous arrivez le matin, chacun des membres de la rédaction devrait avoir un maximum de sujets. Et pour ça, il faut être un journaliste qui est très curieux. En fait, le journaliste, il doit être curieux. Il ne peut pas venir en rédaction sans sujet. Ça n'a pas de sens. Il n'est donc pas journaliste. Un journaliste, c'est celui qui, pendant toute sa journée, écoute, regarde
observe, fait des constats et décide dès le lendemain de proposer des sujets à toute la rédaction pour un journal efficace. D'accord? Donc, quand depuis le matin où vous êtes levé, vous avez tellement de sujets autour de vous. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de dire ce que vous avez vu, mais parmi les choses que vous avez vues, constatées, observées, ce qui est plus pertinent et plus important pour les personnes à qui c'est adressé. C'est pour ça qu'on va toujours revenir sur ce problème de communication. Je parle à qui et pour dire quoi. D'accord? Donc, le journaliste, au-delà de faire des sujets qui le passionnent lui personnellement, devrait en priorité faire des sujets qui sont pertinents pour les autres, qui informent les autres, qui éduquent les autres, qui leur permettent d'avoir un certain niveau d'information. D'accord? Et dans votre cas ici, il s'agissait juste d'un reportage autour de vous. Directement, j'ai même parlé de votre quartier. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde a fait ça? Est-ce que c'est par rapport au quartier, est-ce que chacun a parlé de son quartier? D'accord. Maintenant, pour le choix des sujets, quand on vient en rédaction et qu'on veut être quand même le journaliste qui apporte les meilleurs sujets, parce que c'est aussi un aspect important, c'est comment je choisis la pertinence de mon sujet, comment je le vends, parce qu'il s'agit de faire un peu de marketing verbal à la rédaction pour dire à la rédaction et au rédacteur en chef, voilà, j'ai une idée de sujet, pourquoi j'ai eu cette idée, comment j'ai eu cette idée et quel impact ça pourrait avoir. C'est important d'avoir ces éléments-là pour pouvoir être efficace devant le parterre, devant la rédaction, pour dire oui, ça doit être un sujet important. Vous ne pouvez pas juste venir et dire que moi j'ai un sujet sur la musique. Tout le monde va vous regarder. Et donc, sujet sur la musique, ça ne veut rien dire en fait. Quoi dans la musique? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'actualité, c'est quoi? Je dis n'importe quoi. L'actualité peut être que de plus en plus, les artistes préfèrent commencer par le digital, alors qu'avant, c'était par la télévision, par exemple, ou par la radio. Je dis n'importe quoi. Hein. Et une fois que vous avez déjà dit ça, ça trace déjà le schéma de ce que vous voulez dire. Donc, ceux qui sont en face, oui, et donc, d'accord, oui, c'est désormais le digital, mais on a déjà fait un papier comme ça il y a, je sais pas, 2 semaines, par exemple, on peut vous dire ça, que pourquoi l'importance de refaire un sujet là-dessus tout de suite, et vous devez défendre votre sujet. Peut-être parce que vous avez fait un constat autre. C'est-à-dire que oui, d'accord, on en a parlé la dernière fois, mais on n'a pas touché un point important pour moi. Lequel? Et il faut pouvoir argumenter et dire que non, ce n'est pas seulement qu'ils vont sur le digital, c'est que est-ce que ça marche? La dernière fois, on a juste dit que c'est la nouvelle méthode. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler du résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, ça marche d'aller directement? Et là, je vais, ok, attends, je peux te dire, d'accord, je comprends. Ton angle est différent. Et je dis ça pour vous montrer ce qu'on appelle l'angle. On peut parler du même sujet tous, mais de différents angles. Et c'est pour ça que l'angle est toujours important.